Dans l'effervescence matinale de l'aéroport JFK, une femme d'une élégance discrète, le docteur Amira Dubois, CEO d'une entreprise technologique mondiale, fut brutalement humiliée par un officier raciste qui déchira son passeport devant une foule médusée, déclenchant une tempête de colère qui allait ébranler le monde entier. Et vous, qu'auriez-vous fait face à une telle injustice? Partagez cette histoire, aimez cette publication et commentez « Justice pour Amira » pour exiger que la dignité humaine triomphe. Au cœur du terminal B, le chaos organisé des voyageurs emplissait l'air d'un bourdonnement incessant. Valises roulant sur le sol, annonces de vol résonnant dans les haut-parleurs et des files d'attente serpentant comme des rivières humaines. Parmi elles, Amira se tenait droite, immobile, une silhouette presque invisible dans son tailleur noir sobre, sans logos ostentatoires, sans bijoux clinquants. Ses cheveux étaient tirés en un chignon bas, ses boucles d'oreilles en argent à peine perceptibles sous les néons crus. À ses côtés, un petit étui en cuir sous le bras et un roman usé dans la main, elle incarnait l'élégance discrète, une femme qu'on aurait pu prendre pour une assistante ou une professeure d'université. Mais Amira Dubois était bien plus que cela. Elle était une pionnière, une stratège respectée, une femme dont les décisions influençaient des gouvernements et des institutions internationales. Pourtant, ce matin-là, personne ne le savait. Pas encore. La file avançait lentement et Amira suivait le rythme, calme, imperturbable, son regard posé sur le livre qu'elle ne lisait pas vraiment, absorbée par une patience forgée par des années de défis. Devant elle, l'officier Marcel Leclerc, un homme blanc d'une quarantaine d'années, affichait une grimace permanente, comme si chaque passager était une offense personnelle. Ses yeux, plissés par la fatigue d'un troisième service consécutif, balayaient la foule avec mépris. Lorsqu'ils se posèrent sur Amira, quelque chose en lui se crispa. Une pensée toxique, instinctive, s'enracina dans son esprit. Encore une comme elle. Quand Amira arriva à son guichet, elle lui tendit son passeport avec un sourire poli, presque imperceptible. Leclerc le saisit sans la regarder, ouvrit le document avec une brusquerie exagérée, puis s'arrêta. « Docteur Amira Dubois », lut-il à voix haute, son ton dégoulinant de sarcasme. « Docteur, hein ?» Il leva un sourcil, son regard la jaugeant de haut en bas, s'attardant sur son tailleur simple, comme si son apparence contredisait le titre. Amira hocha la tête sans un mot, son expression inchangée. « Docteur de quoi ?» insista-t-il, sa voix plus forte, attirant l'attention des passagers voisins. « Médecine? Littérature? Ou juste un de ces titres qu'on achète en ligne ?» Quelques ricanements étouffés parcoururent de la file, mais Amira ne broncha pas. « Est-ce qu'il y a un problème avec mes documents ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme, un filet d'acier sous la soie. Leclerc ricana, feuilletant les pages du passeport avec une lenteur provocatrice. « Un problème? Oh, il y en a plein. Regardez-moi ça, » dit-il en montrant les tampons des visas. « Abuja, Berlin, Tokyo. Vous voyagez beaucoup pour quelqu'un qui ressemble à... ça. » Le mot « ça » claqua comme une gifle, suspendu dans l'air, chargé de mépris racial. Un silence glacial s'abattit sur la file. Une femme âgée, Claire, serra son sac contre elle, ses lèvres tremblantes de colère mais n'osant pas parler. Une adolescente, Sophie, sortit discrètement son téléphone, son instinct lui dictant de filmer. Amira cligna des yeux, lentement, son regard toujours fixé sur Leclerc. « Mes voyages sont liés à mon travail », répondit-elle calmement. « Vraiment ?» Leclerc se pencha en avant, son sourire narquois s'élargissant. « Et c'est quoi, votre travail? Vendre des rêves ou frauder les systèmes? » Cette fois, un murmure de choc parcourut la foule. Jean, un jeune agent de sécurité posté à quelques mètres, sentit son estomac se nouer. Il voulait intervenir, mais ses jambes refusaient de bouger, paralysées par la peur de perdre son emploi si récent. Sophie, elle, zooma sur la scène, son cœur battant à tout rompre. Leclerc, encouragé par le silence d'Amira, attrapa le passeport à deux mains et, dans un geste théâtral, le déchira en deux. Le bruit du papier déchiré résonna comme un coup de feu dans le terminal. La foule retint son souffle.
Claire laissa échapper un cri étouffé, ses mains couvrant sa bouche. Sophie manqua de lâcher son téléphone, mais continua d'enregistrer, capturant chaque seconde de cet outrage. Amira ne bougea pas. Pas un frisson, pas un cri, pas une larme. Elle fixait Leclerc, ses yeux sombres comme des puits de vérité, un regard qui semblait percer son âme et révéler la petitesse de son geste. « Vous n'avez rien à faire ici !» cracha Leclerc, jetant les morceaux du passeport dans une poubelle métallique. « Rentrez chez vous, où que ce soit. On a assez de problèmes sans des gens comme vous qui se faufilent dans nos frontières. » Ces mots venimeux étaient une déclaration de guerre, non seulement contre Amira, mais contre toute dignité humaine. Un homme dans la file, un voyageur d'affaires en costume, marmonna quelque chose à sa collègue, mais baissa les yeux quand Leclerc le fusilla du regard. Claire, tremblante, murmura à elle-même « C'est inadmissible ». Mais sa voix se perdit dans le brouhaha. Sophie, elle, sentit une rage bouillir en elle, ses doigts serrant son téléphone comme une arme. Jean, toujours figé, sentit la honte l'envahir, mais il ne bougea pas. Leclerc, satisfait de son pouvoir, fit un geste brusque. « Suivez-moi » ordonna-t-il, pointant une salle d'inspection secondaire. Amira obéit sans un mot, ramassant son étui et son livre, marchant à ses côtés avec une grâce qui contrastait avec la brutalité de l'officier. Les passagers échangèrent des regards, certains choqués, d'autres mal à l'aise, mais aucun n'osa intervenir. Dans la salle d'inspection, l'atmosphère était stérile, oppressante. 2 chaises métalliques, une table en acier, une caméra fixée au plafond. Leclerc pointa un siège. « Asseyez-vous et restez là pendant qu'on vérifie qui vous êtes vraiment. » Son ton était moqueur, comme s'il jouait d'un rôle dans un mauvais film. Amira s'assit, croisa les mains sur ses genoux et attendit. Leclerc ouvrit à nouveau le passeport déchiré, le secouant devant elle. « Vous pensez que ce bout de papier vous donne des droits ?» demanda-t-il, sa voix montant d'un cran. « Vous pensez que vous pouvez arriver ici, avec vos airs de grande dame, et qu'on va vous dérouler le tapis rouge ?» Amira ne répondit pas. Elle le regardait, impassible, mais son silence était une arme, une force qui semblait aspirer l'arrogance de Leclerc. Furieux de son calme, il frappa la table du poing. « Parlez !» cria-t-il. « Dites quelque chose, bon sang, vous êtes sourde ou quoi ?» Le silence d'Amira s'épaissit, devenant presque tangible, un mur que Leclerc ne pouvait franchir. Dehors, Sophie, toujours dans la file, téléchargea la vidéo sur TikTok, ses doigts tremblants. Elle ajouta une légende. Ils ont déchiré son passeport et l'ont traité comme rien. Elle n'a rien dit, mais regardez ses yeux. En quelques minutes, la vidéo commença à circuler, attirant des milliers de vues. Claire, maintenant assise près de la porte d'embarquement, ne pouvait s'empêcher de revoir la scène dans sa tête, ses poings serrés de frustration. Jean, posté près de la salle, entendit les éclats de voix de Leclerc et sentit son cœur se serrer. Il savait que quelque chose de terrible se passait, mais il restait cloué sur place, maudissant sa propre lâcheté. À l'intérieur, Leclerc, de plus en plus agité, attrapa le téléphone d'Amira sur la table. « Qu'est-ce que vous cachez là-dedans » grogna-t-il, le secouant comme une preuve de culpabilité. Amira leva une main, calmement. « C'est personnel, » dit-elle, sa voix si basse qu'elle semblait à peine humaine. Leclerc éclata de rire, un rire cruel qui résonna dans la pièce. « Personnel, vous n'avez rien de personnel ici. Vous êtes rien. » Ces mots, prononcés avec une telle haine, auraient ébrisé n'importe qui. Mais Amira ne flancha pas. Elle sortit son téléphone de sa poche, le déverrouilla avec son empreinte et composa un numéro, un seul chiffre. Elle porta l'appareil à son oreille, attendant. Leclerc, déconcerté, se pencha. « Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas... » Mais elle l'ignora. Après un bref silence, elle murmura « Phase 7, procédé. » Puis elle raccrocha. Leclerc la fixa, bouche bée. « C'était quoi ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement, comme s'il pressentait un danger qu'il ne comprenait pas. À cet instant précis, les haut-parleurs du terminal crépitèrent. « Attention, tout le personnel, suspendez immédiatement toutes les inspections au terminal B. Attendez les instructions. » La voix était froide, mécanique, mais elle fit l'effet d'une bombe.
Leclerc blêmit, son assurance s'effritant comme un château de sable. Dehors, Sophie sentit son téléphone vibrer sans cesse, les notifications s'accumulant. Sa vidéo avait dépassé les 100 000 vues en moins de 10 minutes. Claire, toujours assise, murmura à une autre passagère. « Cette femme, elle n'a rien fait de mal. Pourquoi lui faire ça? » Jean, près de la porte, entendit l'annonce et sentit ses jambes vaciller. Il jeta un coup d'œil à travers la vitre de la salle. Amira était toujours là, immobile, ses mains croisées, son regard fixé sur un point invisible. Elle n'avait pas haussé la voix, pas menacé, pas pleuré. Et pourtant, quelque chose dans son calme semblait faire trembler les murs. Leclerc, maintenant nerveux, quitta la pièce en marmonnant qu'il allait chercher un superviseur. La porte claqua derrière lui, laissant Amira seule. Mais ce silence n'était pas vide. Il était chargé, comme l'air avant un orage. Dehors, un autre agent, Roland, un homme trapu aux lunettes épaisses, s'approcha de Jean. « Qu'est-ce qui se passe là-dedans » demanda-t-il, sa voix basse mais autoritaire. Jean haussa les épaules, incapable de répondre. Roland jeta un coup d'œil à la salle, puis murmura « Cette femme va nous causer des ennuis. Il faut effacer les enregistrements avant que ça dégénère. » Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Effacer » répéta-t-il, incrédule. Roland le fusilla du regard. « Tu veux garder ton boulot, gamin? Alors ferme-la et fais ce qu'on te dit. » Qui? Jean baissa les yeux, la honte le submergeant. Pendant ce temps, la vidéo de Sophie continuait de se propager, atteignant maintenant des centaines de milliers de vues. Les commentaires affluaient. « C'est scandaleux. » L'officier doit être viré. Qui est cette femme? Elle est incroyable. Un hashtag naquit. Porte neuve. Il grimpa rapidement dans les tendances mondiales. Claire, voyant la vidéo sur son propre téléphone, sentit des larmes de rage couler sur ses joues. « Comment ose-t-il » murmura-t-elle, ses mains tremblantes. Elle voulait crier, mais sa voix restait bloquée dans sa gorge. Dans la salle, Amira ouvrit son étui en cuir et en sortit un carnet en cuir noir et un stylo en argent. Elle tourna une page vierge et commença à écrire, ses mouvements lents, précis, comme si elle composait une symphonie plutôt qu'un simple texte. Chaque trait de son stylo semblait un acte de résistance, une affirmation de son existence face à ceux qui voulaient l'effacer. Dehors, 2 hommes en costume sombre apparurent près du bureau central de sécurité. Sans badge visible, l'un d'eux montra une carte d'identification bleu foncé ornée d'un aigle doré. « Sécurité intérieure », dit-il d'une voix qui ne tolérait aucune question. « Où est la salle d'inspection 4C » Un agent, les yeux écarquillés, pointa le couloir. Les hommes s'éloignèrent sans un mot, leurs pas résonnant comme un compte à rebours. Roland, qui avait entendu l'échange, se précipita vers le poste de surveillance. « Effacez tout maintenant » ordonna-t-il à un technicien, Strauss, un jeune homme nerveux. Strauss hésita. « Mais c'est contre le protocole. » Roland se pencha vers lui, son souffle chaud sur son visage. « Tu veux finir comme ce gamin dehors? Fais-le, ou t'es fini. » Strauss, tremblant, tapa une série de commandes, et l'écran clignota. Les enregistrements de la salle 4C disparurent, remplacés par un message d'erreur. Jean, qui avait suivi Roland discrètement, sentit son cœur s'arrêter. Il savait que c'était mal, mais il n'avait pas le courage de s'opposer. Pas encore. Dans le terminal, les passagers commençaient à s'agiter. Les écrans affichaient des retards, les annonces se succédaient, et une tension palpable s'installait. Une femme près de la porte neuf, tenant la main de son enfant, demanda à un agent « Qu'est-ce qui se passe ?» L'agent haussa les épaules. « Quelque chose de gros, je crois. » Sophie, toujours connectée à son téléphone, vit que sa vidéo avait atteint le 1 million de vues. Elle murmura à elle-même « Ils vont payer pour ça. » Claire, à quelques mètres, se leva soudain, incapable de contenir sa colère plus longtemps. « C'est une honte !» cria-t-elle, attirant les regards. « Cette femme n'a rien fait et il la traite comme une criminelle. » Quelques passagers applaudirent timidement, mais la plupart détournèrent les yeux, mal à l'aise.
Jean, entendant le cri de Claire, sentit une étincelle s'allumer en lui. Il se rapprocha de la salle 4C, jetant un nouveau coup d'œil à Amira. Elle écrivait toujours, son calme contrastant avec le chaos grandissant autour d'elle. Soudain, la porte s'ouvrit, et Leclerc revint, accompagné d'une superviseure, Linda Voss, une femme aux cheveux tirés en un chignon sévère et au visage impassible. « Docteur Dubois, » dit-elle, son ton formel mais froid. « Nous réévaluons la situation. » Amira ne répondit pas, son regard passant de Leclerc à Linda, comme si elle lisait leurs âmes. Linda, mal à l'aise, ajouta « Nous vous prions de patienter encore un peu. » Amira hocha la tête, une fois, sans un mot. Leclerc, incapable de supporter son silence, explosa. « Vous pensez que vous êtes au-dessus de tout ça, hein? Vous croyez que vous pouvez nous faire plier avec vos airs de reine? » Sa voix tremblait de rage, mais aussi de peur, comme s'il réalisait qu'il avait déclenché quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. Linda le saisit par le bras. « Dwayne, dehors !» ordonna-t-elle, sa voix tranchante. Leclerc résista un instant, puis sortit en claquant la porte. Dans le couloir, il croisa Jean qui le fixa avec un mélange de dégoût et de pitié. « Quoi, gamin ?» grogna Leclerc. Jean ne répondit pas, mais pour la première fois, il sentit une résolution naître en lui. Il ne resterait pas silencieux pour toujours. Dehors, la vidéo de Sophie continuait de faire des vagues. Des journalistes commençaient à arriver au terminal, leurs badges de presse scintillant sous les néons. Les réseaux sociaux bouillonnaient, les hashtags #Porteneuve et #Justice pour Amira grimpant dans les tendances. Claire, maintenant entourée de quelques passagers, parlait avec animation, sa voix tremblante d'indignation. « Cette femme mérite mieux. Nous méritons tous mieux, » cria-t-elle, et cette fois, les applaudissements furent plus forts, plus assurés. Dans la salle 4C, Amira referma son carnet, le rangea dans son étui et croisa à nouveau les mains sur ses genoux. Elle leva les yeux vers la caméra, comme si elle savait qu'elle n'enregistrait plus, et esquissa un sourire imperceptible. Ce n'était pas un sourire de triomphe, mais de certitude. Elle savait que le monde la regardait, même à travers les écrans éteints, et ce monde, elle le ferait plier, non pas avec des cris, mais avec la force implacable de sa dignité. Le terminal B, autrefois un simple lieu de passage, était maintenant une scène où se jouait une bataille pour la justice, une bataille dont Amira Dubois, par son silence, venait de prendre la tête. Et dehors, la tempête ne faisait que commencer. Le terminal B de l'aéroport JFK, figé dans une tension irrespirable, devint l'épicentre d'une révolte mondiale lorsque la vidéo de l'humiliation du docteur Amira Dubois, filmée par une adolescente courageuse, Sophie, enflamma les réseaux sociaux, exposant la brutalité raciste de l'officier Marcel Leclerc et les tentatives éhontées de l'administration pour étouffer l'affaire, une injustice si criante qu'elle exige notre indignation collective. Partagez cette histoire, aimez cette publication et commentez « Justice pour Amira » pour amplifier ce cri de révolte et faire trembler les systèmes oppressifs. À l'intérieur de la salle d'inspection 4C, Amira restait assise, son carnet fermé sur ses genoux, ses mains croisées avec une sérénité qui semblait défier les lois du chaos. Dehors, le terminal vibrait d'une énergie nouvelle, une colère brute alimentée par la vidéo de Sophie, qui avait désormais dépassé les 3 millions de vues en moins d'une heure. Le hashtag #Porteneuve dominait les tendances mondiales, accompagné de commentaires enragés. « Cet officier est une honte. Pourquoi personne n'a rien fait? Cette femme est une reine, regardez son calme. » Sophie, toujours près de la Porteneuve, fixait son téléphone, les notifications s'accumulant si vite qu'elle en avait le vertige. Elle n'avait pas prévu que son geste impulsif, filmer cet outrage, deviendrait une arme aussi puissante. À ses côtés, Claire, la passagère âgée qui avait crié son indignation plus tôt, s'était jointe à un petit groupe de voyageurs, leur voix s'élevant en un chœur de protestation. « Ce n'est pas seulement elle qu'ils ont attaquée, » déclara Claire, ses yeux brillants de larmes et de rage. « C'est nous tous. Ils pensent qu'ils peuvent nous piétiner et s'en tirer comme ça? » Les passagers autour d'elle hochèrent de la tête, certains serrant les poings, d'autres partageant la vidéo sur leur propre réseau. Jean, le jeune agent de sécurité, se tenait toujours près de la salle 4C, son cœur battant à un rythme effréné.
il avait vu Roland, son collègue, ordonner la suppression des enregistrements de la caméra, et cette trahison pesait sur lui comme une enclume. Il savait que c'était mal, mais il n'avait pas encore trouvé le courage d'agir. Pourtant, chaque commentaire qu'il lisait sur son téléphone, chaque cri de « Justice pour Amira » qui résonnait dans le terminal, érodait un peu plus sa peur. Il jeta un coup d'œil à travers la vitre de la salle. Amira n'avait pas bougé, mais son silence semblait amplifier le tumulte extérieur, comme si elle orchestrait cette tempête sans prononcer un mot. Dans le poste de surveillance, Roland, le visage rouge de stress, surveillait les écrans avec Strauss, le technicien qui avait effacé les enregistrements. « T'as bien tout nettoyé, hein ?» grogna Roland, son ton menaçant. Strauss, nerveux, hocha la tête. « Oui, tout est parti. Le cache, les sauvegardes, tout. » Mais il mentait. Sous la pression, il avait omis de vérifier les sauvegardes secondaires, un détail qui allait bientôt hanter Roland. Ce dernier se tourna vers un autre écran, où la vidéo de Sophie continuait de tourner en boucle sur les réseaux sociaux. « Bon sang, qui a filmé ça ?» marmonna-t-il, sa voix tremblante de rage. « Une gamine », répondit Strauss, jetant un coup d'œil inquiet à Roland. « Elle a tout posté sur TikTok. C'est hors de contrôle maintenant. » Roland frappa du poing sur la table. « Hors de contrôle? On va la trouver, cette gosse, et lui faire regretter d'avoir ouvert sa caméra. » Cette menace, prononcée avec une froideur glaçante, fit frissonner Strauss. Mais il ne dit rien, trop effrayé pour contredire son supérieur. Pendant ce temps, dans un coin discret du terminal, une journaliste indépendante, Emma, une femme d'une trentaine d'années au regard perçant, tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. Elle avait vu la vidéo de Sophie sur Twitter et reconnu immédiatement l'ampleur de l'histoire. Emma, connue pour ses enquêtes sur les abus de pouvoir, avait déjà contacté des sources au sein de la sécurité intérieure et de la TSA. Elle savait que l'incident impliquant Amira Dubois n'était pas un simple dérapage, mais le symptôme d'un système profondément vicié. Elle tweeta « Une CEO noire, Dr Amira Dubois, humiliée et son passeport déchiré à JFK, l'officier Marcel Leclerc a agi avec un mépris raciste flagrant. Qui est cette femme? Et pourquoi le terminal est-il en lockdown? » Porte-noire. Son tweet, repris par des milliers d'utilisateurs, attira l'attention de médias internationaux. CNN, BBC, Al Jazeera commencèrent à envoyer des équipes sur place, leurs camionnettes satellites s'alignant déjà devant le terminal. Dans la salle 4C, Amira sentit le changement d'atmosphère, même à travers les murs épais. Les pas dans le couloir étaient plus précipités, les voix plus tendues. Elle ouvrit à nouveau son carnet et écrivit une phrase, lente et délibérée. « La vérité ne crie pas, elle attend. » Puis elle referma le carnet et fixa la porte, comme si elle anticipait l'entrée imminente de quelqu'un. Dehors, Linda Voss, la superviseure, se tenait dans le couloir, son visage crispé par l'anxiété. Elle venait de recevoir un appel de Bryce Hall, le directeur des opérations du terminal, un homme à la réputation d'acier forgé par 20 ans dans l'Air Force. « Linda, dans mon bureau maintenant », avait-il ordonné, sa voix si froide qu'elle lui avait donné des frissons. En chemin, elle croisa Leclerc, qui arpentait le couloir comme un animal en cage. « Qu'est-ce que t'as fait, Dwayne ?» siffla-t-elle, ses yeux lançant des éclairs. Leclerc haussa les épaules, mais son arrogance s'effritait. Elle jouait les importantes, « J'ai fait mon boulot. » Linda le saisit par le bras, ses ongles s'enfonçant dans sa manche. « Ton boulot? T'as déchiré le passeport d'une femme qui pourrait faire tomber cet aéroport en un claquement de doigts. T'as vu ce qui se passe dehors. Les réseaux sociaux sont en feu et la sécurité intérieure est là. » Leclerc blêmit, mais tenta de se défendre. « C'est pas ma faute si une gamine a filmé. Et puis, qui est-elle, hein? Une doctoresse de pacotille. » Linda le lâcha, dégoûtée. « T'es fini, Dwayne, et si je tombe avec toi, je te jure que tu regretteras d'avoir croisé mon chemin. » Elle s'éloigna, laissant Leclerc seul avec ses pensées, qui tournaient désormais vers la panique. Dans le bureau de Bryce Hall, l'atmosphère était irrespirable. Les écrans muraux diffusaient en boucle la vidéo de Sophie, chaque image amplifiant la gravité de la situation.
Hall, le visage marqué par la sueur, fixait un message crypté affiché sur son moniteur. Alerte rouge, priorité absolue, protocole SEPT activé. Source, Washington, D.C. Il relut le texte, incrédule. En 20 ans de carrière, il n'avait jamais vu une alerte de ce niveau. « Ce n'est pas un exercice », murmura-t-il, répondant à une question non posée par Lacey, une jeune spécialiste technique assise à ses côtés. Lacey, les yeux écarquillés, demanda « Protocole SEPT, c'est quoi? Une cyberattaque ?» Hall secoua la tête. « Non, c'est pire. C'est une personne dont l'humiliation peut faire s'effondrer des systèmes entiers. » Il pointa l'écran montrant Amira, toujours assise dans la salle 4C, immobile comme une statue. Lacey déglutit. « Elle ?» Hall hocha la tête, sombre. « Elle. » À cet instant, Linda entra, son visage pâle mais composé. « Bryce, qu'est-ce qui se passe? » demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Hall ne la regarda pas, ses yeux rivés sur les écrans. « Assieds-toi, Linda. » Elle obéit, sentant le poids de son regard. Hall désigna l'image d'Amira. « Tu sais qui c'est? » Linda hésita. « Une passagère? »« Docteur Dubois, c'est ça? » Leclerc a dit qu'elle était suspecte. Hall éclata d'un rire amer. « Suspecte? C'est une CEO, Linda. Une conseillère de l'ONU, une pionnière en éthique technologique, une femme qui signe des contrats avec des gouvernements. Et ton officier l'a traitée comme une criminelle devant tout le monde. » Linda sentit son estomac se nouer. « Je ne savais pas. » Hall se pencha vers elle, sa voix basse mais tranchante. « Tu ne savais pas? Ou tu as laissé Leclerc faire ce qu'il voulait parce que c'était plus facile? » Linda ne répondit pas, ses lèvres pincées. Hall continua, implacable. « Cette femme a fait un seul appel, Linda. Un seul. Et maintenant, le terminal est paralysé, Washington est en alerte, et le monde entier nous regarde. Tu comprends ce que ça signifie? » Linda hocha la tête, incapable de parler. À l'extérieur, la foule des passagers s'était densifiée près de la porte 9, attirée par les rumeurs et les notifications sur leur téléphone. Sophie, désormais entourée d'autres adolescents, expliquait la scène à voix basse, son indignation palpable. « Il l'a insulté, il a déchiré son passeport et personne n'a rien fait », s'exclama-t-elle, sa voix se brisant. Un garçon à ses côtés, Malik, un lycéen de 15 ans, fixait l'écran de son téléphone où la vidéo tournait en boucle. Malik, un garçon discret qui préférait les livres aux disputes, sentit une colère nouvelle monter en lui. « Elle n'a rien dit », murmura-t-il, « mais c'est comme si elle parlait plus fort que tout le monde. » Sophie hocha la tête, les larmes aux yeux. « On doit faire quelque chose. » Malik serra les poings. « On le fait déjà. » Dehors, Emma, la journaliste, recevait un message d'une source anonyme. Les enregistrements de la salle 4C ont été effacés. Cherchez les sauvegardes secondaires. Son cœur s'emballa. Elle savait que cela signifiait une tentative de dissimulation, une preuve que l'administration de l'aéroport voulait enterrer l'affaire. Elle tweeta immédiatement. « Alerte! JFK tente d'effacer les preuves de l'incident leur porte 9. Qui protège l'officier raciste Marcel Leclerc? Exigez la transparence. » Ce tweet, partagé des milliers de fois, attisa encore plus la colère en ligne. Des manifestations spontanées commencèrent à se former devant l'aéroport, des pancartes brandissant des slogans comme « Justice pour Amira » et « Stop au racisme institutionnel ». Dans la salle 4C, Amira sentit une vibration subtile dans l'air, comme si le monde entier se synchronisait avec sa résolution. Elle rouvrit son carnet et écrivit une autre phrase. « La colère des justes est une flamme qui ne s'éteint pas. » Puis elle referma le carnet et attendit, son regard toujours fixé sur la porte. Dehors, Jean, poussé par un mélange de honte et de courage, s'approcha du poste de surveillance. Il savait que Roland avait ordonné la suppression des enregistrements, mais il avait vu Strauss hésiter. Il frappa à la porte. « Strauss, ouvre !» cria-t-il. Strauss, surpris, ouvrit, son visage blême. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, nerveux. Jean le fixa droit dans les yeux. « T'as vraiment tout effacé ?» Strauss détourna le regard. « Oui,
Enfin, presque. Jean sentit une lueur d'espoir. Presque? Strauss soupira. Les sauvegardes secondaires. Je n'ai pas eu le temps. Elles sont toujours là, mais Roland va me tuer s'il l'apprend. Jean posa une main sur son épaule. Tu sais que c'est mal, Strauss. On peut encore faire ce qui est juste. Strauss hésita, puis hocha la tête, les larmes aux yeux. D'accord, mais si on fait ça, on est tous les deux dans le pétrin. Jean sourit faiblement. On l'est déjà. Pendant ce temps, Leclerc, isolé dans une salle de repos, fixait son téléphone, où les notifications s'accumulaient. Son nom était partout, associé à des insultes, des menaces, des appels à sa destitution. Il tenta de se connecter à son compte Twitter pour se défendre, publiant un tweet maladroit. « J'ai fait mon travail. Cette femme n'avait pas l'air clean. Vous auriez fait pareil. » Porte neuve. Ce message, au lieu de le disculper, déclencha une vague de colère encore plus intense. Les utilisateurs le submergèrent de réponses. « Raciste! Démissionne! Tu as humilié une héroïne! » Leclerc effaça le tweet, mais il était trop tard. Les captures d'écran circulaient déjà, amplifiant sa disgrâce. Dans le bureau de Hall, une nouvelle alerte apparut sur l'écran. « Priorité absolue. White House liaison en route. ETA 20 minutes. » Hall jura à voix basse. « C'est fini, » murmura-t-il. Linda, toujours assise, demanda d'une voix tremblante. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Hall la fixa, son regard dur. « On contient, on limite les dégâts, et on prie pour que cette femme ne décide pas de parler, parce que si elle le fait, on est tous morts. » Linda déglutit, réalisant l'ampleur de la catastrophe. À l'extérieur, Emma reçut un autre message anonyme. Vérifiez le dossier de Leclerc. Plaintes antérieures pour comportement discriminatoire. Toutes classées sans suite. Elle sourit, un sourire de prédatrice. Elle savait qu'elle tenait une bombe. Elle commença à rédiger un article, ses doigts volant sur le clavier. L'officier Marcel Leclerc, impliqué dans l'incident vers Porte-Neuve, a un historique de plaintes pour racisme, toutes ignorées par la TSA. Pourquoi cet homme était-il encore en poste? L'article, publié sur son blog, fut repris par des médias majeurs, ajoutant une nouvelle couche de scandale. Dans le terminal, Sophie et Malik, désormais inséparables, regardaient de la foule grossir près de la Porte-Neuve. Des passagers chantaient des slogans, brandissant des pancartes improvisées. Claire, galvanisée par l'énergie collective, s'était jointe à eux, sa voix rauque mais puissante. « Nous ne partirons pas tant que justice ne sera pas rendue », cria-t-elle, et la foule répondit en écho. « Justice pour Amira !» Sophie filma la scène, ses larmes coulant librement. « C'est pour elle », murmura-t-elle, postant la vidéo avec la légende. « Le monde se réveille. » H. Porte-Neuve. À cet instant, 2 agents de la sécurité intérieure entrèrent dans le couloir menant à la salle 4C. Leur présence fit taire les murmures. L'un d'eux, un homme aux cheveux grisonnants, s'arrêta devant Jean. « Où est la salle 4C » demanda-t-il, sa voix autoritaire. Jean pointa la porte, son cœur battant. « Là-bas » répondit-il, ajoutant impulsivement. « Elle n'a rien fait de mal. » L'agent le fixa un instant, puis hocha la tête. « On verra. » Dans la salle, Amira sentit la porte vibrer avant même qu'elle ne s'ouvre. Elle leva les yeux, son regard perçant rencontrant celui de l'agent qui entra. « Docteur Dubois, » dit-il, son ton respectueux mais prudent. « Nous sommes ici pour résoudre cette situation. » Amira hocha la tête, une fois, sans parler. L'agent continua. « Nous savons qui vous êtes. Nous vous présentons nos excuses pour ce qui s'est passé. » Amira esquissa un sourire, si léger qu'il était presque invisible. « Vos excuses sont notées, » répondit-elle, sa voix douce mais lourde de sens. « Mais ce n'est pas à moi qu'il faut parler, c'est au monde qui regarde. » L'agent déglutit, sentant le poids de ses mots. Dehors, la foule continuait de grossir, les chants devenant un rugissement. Sophie, Malik, Claire et des dizaines d'autres formaient désormais une chaîne humaine, bloquant symboliquement l'accès à la Porte-Neuve. Les journalistes filmaient, les flashs crépitant comme des éclairs. Emma, toujours à son ordinateur, tweeta «
La foule à JFK exige justice pour Amira Dubois. Le silence de cette femme est plus fort que 1000 discours. Hashtag Porte-Neuve. Dans le poste de surveillance, Roland découvrit avec horreur que les sauvegardes secondaires n'avaient pas été effacées. « Strauss, espèce d'idiot !» hurla-t-il, saisissant le technicien par le col. Strauss, terrifié, bégaya. « Je n'ai pas eu le temps. » Roland le relâcha, son visage déformé par la panique. « Si ces fichiers sortent, on est foutus !» À cet instant, Jean entra, tenant une clé USB. « Trop tard, Roland, » dit-il, sa voix tremblante mais résolue. « J'ai tout copié. » Roland se figea, ses yeux passant de Jean à la clé USB. « Tu vas le regretter, gamin, » grogna-t-il, mais Jean ne recula pas. « Non, c'est toi qui vas regretter, » répondit-il, tournant les talons pour rejoindre le bureau de Hall. Dans la salle 4C, Amira referma les yeux un instant, comme si elle visualisait chaque pièce du puzzle qui se mettait en place. Elle n'avait pas besoin de parler, pas besoin de crier. Le monde le faisait pour elle. Et dehors, la tempête de colère, alimentée par la vidéo de Sophie, les tweets d'Emma, les chants de Claire et le courage naissant de Jean s'amplifiaient, prête à tout emporter sur son passage. Le terminal B n'était plus un simple aéroport, c'était un champ de bataille, et Amira Dubois, par son silence, en était la générale. Le terminal B de l'aéroport JFK, transformé en un théâtre de révolte mondiale, s'immobilisa lorsque le docteur Amira Dubois, toujours digne dans son silence, émergea de la salle d'inspection, flanqué du directeur de l'aéroport, offrant des excuses publiques. Mais ce geste suffira-t-il à apaiser la colère mondiale face à une injustice si criante? Cette femme a été humiliée, son passeport déchiré, son humanité niée. Il est temps d'agir. Partagez cette histoire, aimez cette publication et commentez « Justice pour Amira » pour exiger un changement systémique et rendre à cette héroïne sa dignité volée. À l'intérieur de la salle 4C, Amira Dubois se leva, son carnet en cuir serré contre elle, les morceaux de son passeport déchiré soigneusement rangés dans son étui. Son tailleur noir, toujours impeccable malgré l'outrage, semblait porter l'empreinte de sa résilience. Dehors, le terminal vibrait d'une énergie explosive. Des chants, des pancartes, des flashs de caméra et une foule grossissante, unie par la vidéo virale de Sophie et le hashtag #Porte-Neuve, qui dominait désormais les réseaux sociaux avec des millions de partages. Les murs de l'aéroport, autrefois froids et impersonnels, résonnaient maintenant d'une clameur de justice, une clameur qui ne demandait qu'à éclater plus fort encore. Dans le couloir, Jean, le jeune agent de sécurité, serrait la clé USB contenant les sauvegardes des enregistrements de la salle 4C, son cœur battant à l'idée de ce qu'il s'apprêtait à faire. Il avait défié Roland, son collègue corrompu, et s'était juré de transmettre les preuves à Emma, la journaliste qui creusait l'affaire. Mais alors qu'il traversait le couloir, Roland surgit, son visage tordu par la rage. « Tu crois que tu vas jouer les héros, gamin ?» siffla-t-il, saisissant Jean par le bras. « Donne-moi cette clé, ou je te fais virer avant la fin de la journée. » Jean, tremblant mais résolu, se dégagea. « C'est fini, Roland. Le monde sait ce que vous avez fait. » Roland ricana, mais ses yeux trahissaient une peur grandissante. « Tu penses que ta petite clé va changer quelque chose? Cette femme, c'est personne, juste une autre plainte qu'on classera. » Ces mots, pleins de mépris, firent bouillir le sang de Jean. Il serra les poings, retenant l'envie de frapper. « Elle n'est pas personne, » répondit-il, sa voix tremblante de colère. « Et tu le sauras bientôt. » Il tourna les talons et se dirigea vers le bureau de Bryce Hall, déterminé à faire éclater la vérité. Dans le centre de contrôle, Bryce Hall, le visage marqué par la tension, fixait les écrans où les images de la foule s'amplifiaient. Les notifications d'alerte clignotaient sans relâche. Liaison de la Maison-Blanche, État 10 minutes. Médias internationaux exigent des déclarations. Congrès demande une enquête immédiate. Hall se tourna vers Linda Voss, la superviseure, dont le visage était pâle comme la mort. « Linda, tu te rends compte de ce que Leclerc a déclenché ?» demanda-t-il, sa voix basse mais tranchante. Linda, les lèvres pincées, hocha la tête. « Je ne savais pas qui elle était, Bryce. Leclerc a agi seul. » Hall éclata d'un rire amer. «
Seul? Tu l'as laissé faire. Tu as laissé un officier raciste humilier une femme qui conseille des présidents, qui sauve des vies, qui construit des systèmes que nous ne pouvons même pas comprendre. Et maintenant, le monde entier nous regarde, et il n'y a pas de retour en arrière. Linda baissa les yeux, incapable de répondre. À cet instant, un nouvel écran s'alluma, montrant une retransmission en direct de CNN. Une présentatrice, le visage grave, parlait. L'incident de la Porte Neuf à JFK a déclenché une onde de choc mondial. Le docteur Amira Dubois, CEO de Novatech Solutions, a été victime d'un acte de discrimination raciale flagrant. Mais ce qui choque encore plus, c'est la tentative de l'aéroport de supprimer les preuves. Hall jura à voix basse. Comment savent-ils pour les enregistrements? Lacey, la technicienne, murmura. Quelqu'un a dû parler. Hall se tourna vers elle, furieux. Trouve qui? Mais au fond, il savait que la vérité était déjà hors de contrôle. À l'extérieur, près de la Porte Neuf, Sophie, Malik et Claire formaient le cœur d'une foule de plus en plus dense. Des pancartes brandissaient des slogans comme « Stop au racisme » et « Justice pour Amira ». Sophie, tenant son téléphone, filmait la scène, sa voix tremblante d'émotion. « Ils ont essayé de la faire taire, mais nous, on ne se taira pas. » Malik, à ses côtés, leva une pancarte qu'il avait fabriquée avec du carton trouvé près d'un kiosque. Il y avait écrit « Le silence d'Amira parle plus fort que leurs mensonges ». Claire, galvanisée par la foule, cria « Nous sommes tous Amira, nous méritons tous le respect ». La foule répondit par un rugissement, un cri collectif qui semblait faire trembler les murs du terminal. Emma, la journaliste, était maintenant au centre de l'action, son ordinateur portable ouvert sur une table improvisée. Elle venait de publier un nouvel article. Preuves supprimées à JFK. L'officier Marcel Leclerc a un historique de plaintes pour racisme, toutes ignorées par la TSA, qui protège les abuseurs. Porte Neuve. L'article, partagé des milliers de fois en quelques minutes, attisa encore plus la colère mondiale. Sur Twitter, le hashtag #MoshJustice pour Amira dépassa les 10 millions de mentions, accompagné de messages enragés. Leclerc doit être jugé. La TSA doit répondre de ses actes. Amira Dubois est une héroïne. À Paris, des étudiants manifestaient devant l'ambassade américaine, brandissant des affiches avec le visage d'Amira. À Lagos, une chaîne de télévision locale diffusa un débat intitulé « Le racisme dans les aéroports. L'affaire Amira Dubois ». À Séoul, des artistes dessinaient des portraits d'Amira, assise dans la salle 4C, son regard perçant immortalisé dans des teintes de gris et d'or. Dans la salle 4C, la porte s'ouvrit avec un chointement pneumatique. Colin Graves, le directeur de l'aéroport, un homme aux cheveux gris et à la carrure imposante, entra flanqué de 2 agents de la sécurité intérieure et d'une attachée de presse. Son visage, habituellement impassible, portait une gravité inhabituelle. Il s'inclina légèrement devant Amira. « Docteur Dubois, commença-t-il, sa voix basse mais claire, au nom de l'aéroport JFK et de l'Autorité fédérale des transports, je vous présente nos excuses les plus sincères pour le traitement inacceptable que vous avez subi. » Amira le fixa, son regard calme mais pénétrant, un silence qui semblait peser plus lourd que n'importe quel discours. Grave continua. « Nous sommes conscients de votre statut, de vos contributions, non seulement à ce pays, mais au monde entier. Ce qui s'est passé est une honte. Des mesures immédiates sont prises. » Amira hocha la tête une seule fois et ramassa son carnet et les morceaux de son passeport. « Je vous suivrai, » dit-elle simplement, sa voix douce mais chargée d'une autorité indéniable. Grave fit un geste vers le couloir. « Permettez-moi de marcher avec vous. » Ensemble, ils sortirent de la salle, suivis par les agents. Le couloir s'ouvrit sur une foule qui s'écarta instinctivement, comme devant une reine. Les téléphones se levèrent, les flashs crépitèrent, et un silence respectueux s'installa, vite brisé par des murmures d'admiration. Sophie, Malik et Claire, au premier rang, regardaient Amira avec des yeux brillants de larmes et de fierté. Sophie murmura « Elle est là ».
Malik serra sa pancarte et plus fort, son cœur battant à tout rompre. Grave s'arrêta au centre du terminal, sous un écran géant affichant toujours « Retards de sécurité ». Il leva une main. « Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît », dit-il, sa voix amplifiée par le système d'intercom. La foule se tut, des centaines d'yeux rivés sur lui et Amira. Aujourd'hui, un incident grave a eu lieu, impliquant le traitement injuste d'une passagère respectée. Nous avons appris que cette passagère est le Dr Amira Dubois, CEO de Novatech Solutions, conseillère internationale en éthique humanitaire, une femme d'une réputation irréprochable. Un murmure parcourut la foule, suivi d'un souffle collectif. Grave continua, sa voix plus ferme. Elle a été traitée de manière indigne, publiquement, sans raison. Nous en sommes profondément honteux. Il se tourna légèrement, faisant signe à deux figures qui descendaient l'escalier central, Linda Voss et Marcel Leclerc. La foule retint son souffle. Leclerc, le visage blême, évitait les regards, tandis que Linda, raide dans son blazer noir, semblait sur le point de s'effondrer. Leur marche semblait interminable, chaque pas amplifiant la tension. Grave reprit. Ces deux individus sont responsables d'avoir violé de multiples codes de conduite fédéraux, des réglementations sur la lutte contre les préjugés raciaux et l'intégrité procédurale. À effet immédiat, ils sont relevés de leurs fonctions de manière permanente. Une vague d'applaudissements éclata, pas bruyante, mais sincère, un grondement de justice. Leclerc tressaillit, Linda ferma les yeux, et la foule sembla vibrer d'une énergie vengeresse mais contenue. Soudain, Leclerc fit un pas en avant, ignorant les regards. Il s'approcha d'Amira, tenant les morceaux de son passeport, maladroitement recollés avec du ruban adhésif. « Docteur Dubois, » dit-il, sa voix tremblante, « je ne savais pas qui vous étiez. » Il tendit le passeport, ses mains tremblantes. La foule se tut, attendant la réponse d'Amira. Mais ce qu'il ajouta fit monter une vague de fureur dans l'assemblée. « Vous auriez dû dire qui vous étiez. Ça aurait évité tout ça. » Ces mots, pleins d'arrogance et dénués de remords, furent comme une étincelle sur de l'essence. Sophie cria « Comment ose-t-il » Claire, les poings serrés, hurla « Tu l'as humilié et tu oses lui reprocher ?» La foule s'enflamma, des cris de « honte » et « raciste » fusant de toutes parts. Amira, impassible, prit le passeport sans un mot. Elle le regarda droit dans les yeux, son regard non pas enflammé, mais lourd de déception, une déception si profonde qu'elle semblait couper Leclerc en deux. « Votre ignorance n'est pas une excuse, » dit-elle enfin, sa voix si basse qu'elle força le silence autour d'elle. « Votre haine l'est encore moins. » Leclerc recula, comme frappé par une force invisible, et la foule éclata en applaudissements, plus fort cette fois, un rugissement de triomphe. À cet instant, Jean entra dans le bureau de Hall, la clé USB à la main. « Monsieur, » dit-il, sa voix tremblante mais ferme, « voici les enregistrements. Ils ont essayé de les effacer, mais je les ai sauvés. » Hall, abasourdi, prit la clé. « Tu te rends compte de ce que tu fais, gamin? » John hocha la tête. « Oui, et je sais que c'est juste. » Hall, pour la première fois, esquissa un sourire. « D'accord, transmets ça à la sécurité intérieure. » John sortit, sentant pour la première fois qu'il n'était plus un simple rouage, mais un acteur du changement. Emma, qui avait reçu un message de Jeanne confirmant la transmission des enregistrements, tweeta immédiatement. « Breaking. Les preuves supprimées de l'incident Hawk Porte Neuve ont été récupérées. Merci aux lanceurs d'alerte. La vérité éclate. » Ce tweet, partagé des millions de fois, fit trembler les fondations de l'aéroport. Roland, apprenant la nouvelle, s'effondra dans un coin, son visage enfoui dans ses mains. « On est fini », murmura-t-il, sa voix brisée. Dans la foule, Sophie et Malik regardaient Amira, désormais entourée d'une aura presque sacrée. Malik murmura. « Elle n'a pas besoin de parler. Tout le monde le fait pour elle. » Sophie, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Elle a changé quelque chose en nous. » Claire, à leur côté, posa une main sur l'épaule de Sophie. « Elle nous a rappelé qu'on peut être fort, même sans crier. » À cet instant,
un message apparut sur l'écran géant du terminal, projeté par un hacker anonyme qui avait infiltré le système. « Amira Dubois, le monde vous voit. Le silence est votre arme, et nous sommes votre armée. » Porte neuve. La foule éclata en acclamation, un cri primal de solidarité et de rage. Amira, toujours debout d'à côté de Graves, ne sourit pas, ne pleura pas. Elle inclina légèrement la tête, comme pour saluer cette vague d'humanité. Plus tard, dans un salon privé à l'écart du terminal, Amira s'assit près d'une fenêtre, une tasse de thé vert fumant à côté d'elle. Un nouveau passeport, délivré en urgence par un agent fédéral, reposait sur la table. Elle n'y toucha pas. À la place, elle ouvrit son carnet et écrivit « La justice ne demande pas de bruit, elle demande de la mémoire. » Un coup léger à la porte interrompit ses pensées. Jean entra, hésitant. « Docteur Dubois, dit-il, je voulais juste dire que j'ai donné les enregistrements. J'ai fait ce qui était juste. » Amira le regarda, ses yeux doux mais perçants. « Vous avez fait plus que ça, » répondit-elle. « Vous avez choisi de ne pas être complice. » Jean, ému, hocha la tête et sortit, sa poitrine gonflée d'une fierté nouvelle. Dehors, la tempête continuait. Les médias diffusaient des images de la foule, des pancartes, des tweets. À Washington, une sénatrice, Claire Moreau, prit la parole lors d'une conférence de presse improvisée. « Ce qui s'est passé à JFK est une tache sur notre nation. Le docteur Amira Dubois a montré que la dignité est une force plus puissante que n'importe quelle arme. Nous proposons la clause Dubois, une réforme pour garantir que plus jamais un voyageur ne soit humilié à cause de sa couleur de peau. » La foule devant les écrans applaudit, les larmes coulant librement. À Lagos, une jeune fille nommée Amina regarda la vidéo d'Amira et murmura à sa mère. « Elle est comme nous. Elle n'a pas crié, mais ils l'ont entendue. » À Tokyo, un artiste peignit une fresque d'Amira, assise dans la salle 4C, entourée de fleurs de jasmin, avec une inscription. « Le silence est une révolution. » Dans le terminal, Sophie reçut un message direct sur TikTok de la part d'un compte anonyme. « Merci Sophie, tu as donné une voix à Amira. » Elle pleura, tenant son téléphone comme un trésor. Malik, à ses côtés, commença à écrire une lettre à Amira, ces mots simples mais puissants. « Cher docteur Dubois, je ne suis qu'un lycéen, mais vous m'avez appris que je peux être fort sans crier. Merci de m'avoir montré ce que signifie la dignité. » Claire, quant à elle, rejoignit un groupe de passagers qui organisait une pétition pour exiger une enquête fédérale sur la TSA. « Ce n'est pas fini, » déclara-t-elle, sa voix rauque d'émotion. « Pas tant que justice n'est pas rendue. » Amira, dans le salon, referma son carnet. Elle savait que le monde avait changé, pas à cause de ses mots, mais à cause de son silence. Elle savait que la clause Dubois, les manifestations, les fresques, les lettres n'étaient que le début. Elle se leva, prit son passeport et son sac, et marcha vers la porte d'embarquement. Les agents la regardèrent passer, certains avec respect, d'autres avec honte. Une jeune agente, émue, murmura « Merci, docteur Dubois. » Amira s'arrêta, la regarda et sourit doucement. « Continuez à voir, » dit-elle simplement. Puis elle monta à bord de l'avion, s'assit près du hublot et ferma les yeux. Dehors, le vent soufflait, non pas avec fureur, mais avec l'écho d'un héritage qui ne s'éteindrait jamais. L'histoire d'Amira Dubois, telle que racontée dans cette trilogie dramatique, résonne comme une parabole moderne sur la dignité, le silence et la puissance de la résilience face à l'injustice. En tant que Français, nous sommes profondément attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, des principes gravés dans l'âme de notre nation. L'expérience d'Amira à l'aéroport JFK, où elle fut humiliée par un officier raciste, Marcel Leclerc, qui déchira son passeport et la dénigra publiquement, nous interpelle non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur celui de notre responsabilité collective. Cette histoire, portée par une vague de colère mondiale, nous pousse à réfléchir à la manière dont nous réagissons face à l'injustice, à la valeur de nos silences et à la nécessité d'agir pour un monde plus juste. Voici mes réflexions sur cette histoire et les leçons que nous pouvons en tirer
pour les appliquer dans nos vies en résonance avec la sensibilité et les valeurs françaises. Tout d'abord, l'histoire d'Amira Dubois nous enseigne la force du silence choisi comme acte de résistance. Dans une société où le bruit, qu'il s'agisse de cris, de manifestations bruyantes ou de déclarations tapageuses, est souvent perçu comme le seul moyen d'être entendu, Amira nous montre une autre voie. Son calme face à l'outrage, son refus de répondre à la provocation par la colère, n'est pas une faiblesse, mais une affirmation de sa dignité. En France, où l'art de la retenue et de la mesure est souvent célébré, ce choix d'Amira évoque une forme de stoïcisme moderne, proche de la philosophie de figures comme Albert Camus, qui prônait la révolte intérieure avant l'action extérieure. La leçon ici est claire. Dans nos vies quotidiennes, face aux conflits ou aux injustices, nous pouvons choisir de ne pas céder à l'impulsion de la colère immédiate. Un silence réfléchi, comme celui d'Amira, peut être une stratégie pour reprendre le contrôle, pour forcer l'autre à se confronter à ses propres actions. Par exemple, dans une discussion tendue au travail ou dans un débat familial, garder son calme et répondre avec précision plutôt qu'avec emportement peut désarmer l'adversaire et ouvrir la voie à une résolution plus constructive. Ensuite, l'histoire met en lumière l'importance de la solidarité collective face à l'injustice. Les personnages secondaires, comme Sophie, la jeune fille qui filme l'incident, Jean, l'agent de sécurité qui sauve les enregistrements, ou Claire, la passagère indignée, incarnent cette idée que le changement commence par des actes individuels courageux. En France, où l'histoire des mouvements sociaux, des grèves et des manifestations est riche, nous comprenons le pouvoir d'une communauté unie. L'essor du hashtag #IPorte-Neu et la mobilisation mondiale qui s'ensuit rappellent les grandes manifestations françaises, comme celle de mai 68 ou les récents mouvements pour la justice sociale. La leçon pour nous est de ne pas rester spectateurs, que ce soit en signalant une injustice au travail, en soutenant un collègue marginalisé ou en participant à des initiatives communautaires, nous avons tous un rôle à jouer. Sophie, avec son téléphone, nous rappelle que les outils modernes, nos smartphones, les réseaux sociaux, peuvent devenir des armes pour la justice, à condition d'être utilisés avec intention et responsabilité. Un autre enseignement crucial concerne la responsabilité des institutions et la nécessité de réformer les systèmes défaillants. L'incident de la Porte-Neuf révèle un dysfonctionnement profond dans les procédures de l'aéroport, où des officiers comme Leclerc peuvent agir avec impunité, protégés par une bureaucratie complice. La tentative de Roland de supprimer les enregistrements et l'inaction initiale de Linda Voss soulignent combien les systèmes peuvent être conçus pour protéger les puissants au détriment des victimes. En France, où nous valorisons la transparence et la responsabilité, cette histoire nous pousse à questionner nos propres institutions, qu'il s'agisse des administrations publiques, des entreprises ou des écoles. Nous devons exiger des mécanismes de contrôle, comme la clause du bois proposée dans l'histoire, pour garantir que les abus ne restent pas impunis. Dans nos vies, cela peut se traduire par une vigilance accrue. Signaler des comportements inappropriés au travail, demander des comptes aux élus locaux, ou soutenir des initiatives pour une gouvernance plus équitable. Enfin, l'histoire d'Amira nous apprend l'importance de la mémoire et de l'héritage. Son silence n'était pas un oubli, mais une invitation à se souvenir, à apprendre, à changer. Les lettres qu'elle reçoit de jeunes comme Malik ou Sophie, les fresques peintes en son honneur, montrent que son acte a inspiré une génération. En France, où l'histoire et la littérature occupent une place centrale, nous comprenons le pouvoir des récits pour façonner l'avenir. Amira devient une figure presque mythologique, comme Jeanne d'Arc ou Simone Veil, une femme dont la force réside dans sa capacité à transcender l'adversité. Pour nous, cela signifie que nos actions, même petites, peuvent laisser une empreinte durable. Que ce soit en enseignant à nos enfants le respect de l'autre, en partageant une histoire qui inspire ou en défendant une cause juste, nous contribuons à un héritage collectif. Dans notre quotidien, ces leçons peuvent être appliquées de manière concrète. Face à une injustice, nous pouvons imiter le calme stratégique d'Amira, utilisant notre silence comme une arme de réflexion plutôt que de confrontation.
nous pouvons nous inspirer de Sophie et Jean pour agir, même à petite échelle, en dénonçant les abus ou en soutenant ceux qui en sont victimes. Nous pouvons exiger plus de transparence et de justice dans nos institutions, comme le font les manifestants dans l'histoire. Et surtout, nous pouvons nous souvenir que chaque acte de courage, aussi discret soit-il, peut inspirer d'autres à se lever. Cette histoire d'Amira Dubois n'est pas seulement un récit, c'est un cri de ralliement pour la justice et la dignité. Si vous êtes touché par son courage et indigné par l'injustice qu'elle a subie, agissez maintenant. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de ces histoires qui changent le monde et laissez un commentaire avec « Justice pour Amira » pour montrer que vous êtes du côté de la vérité. Ensemble, faisons entendre notre voix et transformons le silence en révolution.